Maintenant, il y a une deuxième dimension, qui est une dimension beaucoup plus grave, qui est la dimension de l'extermination, du meurtre, du Mhm. pogrom, de la Shoah, du 7 octobre. Mhm. Et ça, c'est la dimension de Esav. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin à l'approche de ce Shabbat Parashat Vayetse. On va essayer de faire ce que l'on fait depuis quelques semaines maintenant, c'est-à-dire de relier l'actualité à la paracha. Et cette semaine, on va dire dans la paracha, on est dominé par le départ de Yaakov d'Eretz Israël, le premier départ, on va dire. Il y en aura un autre après par la suite, mais surtout son arrivée auprès de celui qui va devenir son beau-père à deux titres, le père de Rachel et pardon, oui, le père de Léa et de Rachel, Lavan, qui est, on va dire, le personnage, presque le personnage central dans cette paracha. Alors, je voudrais que vous nous définissiez qui était Lavan, Lavan que l'on définit dans la paracha, dans la Torah, comme le Aharami, Lavan Aharami, mais aussi, on va dire, le roublard Lavan. Qui était Lavan? Oui, Arami, effectivement, il y a un jeu de mots sur le Ramaï. Voilà. Arami, Ramaï, Ramaï qui veut dire escroc. Mais enfin bon, ça fait partie des Midrashim. Mais il était véritablement très malhonnête. C'était le frère de Rivka, donc l'oncle de Yaakov, qui avait reçu à l'époque Eliezer, qui était l'intendant d'Abraham, justement pour trouver une femme à son père Israël, et ce fut Rivka. Et là, Yaakov est envoyé, et ça, c'est un élément important. Il est envoyé à Haran, il est envoyé là où se trouve la famille d'Abraham et d'Israël, pour fuir Esav, pas seulement pour se marier avec la sœur, la fille de Lavan, ça va être les filles de Lavan d'ailleurs après, mais parce qu'il fuit son frère Esav qui a juré de le tuer. Voilà. On se trouve devant Yaakov et fait face à deux ennemis. Le premier, c'est son frère jumeau, Esav, qui a des intentions de meurtre vis-à-vis de lui, dont la haine s'exprime essentiellement par le désir de l'éliminer physiquement, il le dit lui-même de manière très claire, explicitement dans la Torah, et Laban, qui est un homme plus subtil, en fait. Euh, Sophistiqué, oui. oui, voilà, et plus sophistiqué, il accueille avec beaucoup d'apparente gentillesse. Mais en réalité, on voit très bien que par la suite, Laban le méprise profondément, Yaakov. Il a vis-à-vis de lui une attitude humiliante. Il l'humilie d'ailleurs de manière tout à fait frappante lorsque le moment est venu de lui donner sa fille, pour laquelle il a travaillé 7 ans, Rachel, il arrive à substituer Rachel à Léa, l'autre fille, et donc Yaakov se retrouve avec, en épousant en réalité Léa alors qu'il voulait épouser Rachel. Donc, OK. Alors, tout ça nous c'est, donne une image voilà. de Lavan qui n'est pas particulièrement séduisante, mais on peut dire que si on se projette dans un autre événement majeur de l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire la soirée de Pessah, et on retrouve Lavan et euh, il est à l'origine, on parle de lui dans la Haggadah de Pessah et on a le sentiment que finalement c'est presque le premier des antisémites. Comment on arrive à cette conclusion-là? Écoute, dans la Haggadah, il est repris donc une expression, Arami Oved Avi, c'est-à-dire un araméen, ça fait partie de Parashat Balak, un araméen a voulu détruire mon père. Et cet araméen, on l'identifie
avec Laban. En réalité, comme le dit Rachi très bien, dans l'humiliation qu'a subie Yaakov, il y a aussi de la part de Laban une volonté finalement de l'empêcher de fonder le peuple d'Israël. Et ce que dit d'ailleurs Rachi, il dit parce que qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov voulait que n'épousait que Rachel. Et il voulait que son aîné, celui qui allait reprendre sa suite, soit Yosef, c'est-à-dire le fils de Rachel. Or, en substituant à Rachel Léa, le premier-né de la famille, ce ne sera pas Yosef, ce sera Réhouven. Et étant Réhouven, ça a créé une dissension au sein de la famille. C'est-à-dire la famille a failli éclater parce que, par la suite, Yaakov a considéré Yosef comme son aîné, alors que son aîné véritable, le premier de sa progéniture, c'était Réhouven. Et c'est ce que dit Rachi. Il dit il y avait dans les intentions de Lavan quelque chose de profondément pervers par rapport à la mission qu'il connaissait de Yaakov, qui était de fonder le peuple d'Israël. Laban savait très bien qui était Abraham, qui était Yitzhak. Il savait très bien qu'ils avaient une recherche spirituelle et une mission qui leur a été donnée par Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle Laban ne peut pas être considéré uniquement comme un beau-père qui humilie son gendre, mais aussi comme quelqu'un qui est porté d'une haine très précoce vis-à-vis de ce qui sera plus tard le peuple d'Israël. Alors, vous connaissez bien ce sujet de l'antisémitisme. Vous en avez écrit au moins un livre, La trace du Sinaï, qui essaye de déterminer justement les fondements de cet antisémitisme. D'où ça vient? Comment on explique justement que le père des deux principales matriarches, de celles qui ont justement donné les 12 tribus, eh bien, soit celui qui est considéré comme la matrice de l'antisémitisme à travers le monde? Si vous permettez, je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir un instant sur Esav. Oui. En fait, l'antisémitisme, tel qu'il se présente même aujourd'hui, il s'exprime selon deux modalités. Il y a la modalité de ce qui a été appelé l'enseignement du mépris, c'est-à-dire tout le discours qui consiste à abaisser Israël, à en faire, je dirais, un peuple méprisable, un peuple haïssable, un peuple abject. Ça, c'est une des dimensions de l'antisémitisme constante. Quelle que soit l'époque et quel que soit l'angle d'attaque du peuple juif, il y a cette dimension d'humiliation et d'abaissement et de mépris dans l'antisémitisme. Je dirais les ghettos, les expulsions, tout ça, ça fait partie de la même chose. Maintenant, il y a une deuxième dimension, qui est une dimension beaucoup plus grave, qui est la dimension de l'extermination, du meurtre, du pogrom, de la Shoah, du 7 octobre. Et ça, c'est la dimension de Esav. La première est la dimension de Lavan, qui a humilié son gendre en essayant d'empêcher le peuple d'Israël d'exister. Et l'autre dimension, c'est celle de Esav, qui lui, sur un mode, je dirais, d'élimination violente, avait le même but, empêcher la mission de Yaakov, qui lui a pris son aînesse, c'est-à-dire qui a pris ce qui était normalement la mission qu'il aurait dû avoir pour continuer l'œuvre d'Abraham et d'Israël. C'est Yaakov qui l'a prise parce que Esav n'était pas capable de le faire. Et donc on a deux modalités, celle de l'enseignement du mépris et celle de la volonté de génocide. Quelle que soit
les expressions historiques de l'antisémitisme, il y a ces deux dimensions. Et les archétypes de ces deux dimensions se trouvent chez Laban, pour la première, celle de l'humiliation, et chez Esav, pour la deuxième, celle de la volonté de génocide. Alors, comment on fait le lien entre Esav et Lavan? Parce qu'il n'est pas évident, ils sont non, oncles et neveux. C'est-à-dire, et surtout, si je ne m'abuse, on va voir que de retour en Eretz Israël, Yaakov semble se réconcilier, un peu comme Yitzhak et Ishmaël se sont réconciliés devant la tombe d'Abraham. On dirait qu'il y a une réconciliation, malgré tout, face à celui que vous définissez comme C'est Édom, pas. l'Occident. On en avait Oui, parlé la semaine il y dernière. a, lorsque Yaakov arrive beaucoup plus puissant qu'il n'était et qu'il rentre en Eretz Israël, Esav, c'est plus compliqué qu'une simple rencontre physique. Esav sent bien qu'il ne peut pas le faire. Il ne pourra pas tuer Yaakov. On va Mhm. le voir dans la paracha la semaine prochaine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un rejeton de la descendance de Esav qui va être, tout au long de l'histoire, celui qui va être le porteur de la volonté de génocide d'Israël. Ce Amalek. rejeton s'appelle Amalek. Donc Esav, il a effectivement une double apparence. Il a une apparence, en effet, où il arrive à s'accommoder de la présence de Yaakov, mais il a également une, euh, une existence beaucoup moins accommodante vis-à-vis d'Israël, qui est celle de Amalek, qui est un descendant de Esav. Et donc, on a cette dimension de génocide qui est permanente dans l'antisémitisme, comme on a, comme je l'ai dit, la dimension de l'humiliation et de la réduction et de la profanation du peuple, de la réduction du peuple juif à, je dirais, quelque chose qu'il faut rejeter de l'humanité, qui est la dimension de la balle. Mais il y a pas, on ne voit pas de lien direct et de volonté, Et, on va dire alors, génocidaire de la part des Saves et de la Vanne. Ça a l'air tout ça est très subtil. On peut non, pas le deviner même à travers les Midrashim. l'archétype Laval, il n'y a pas vraiment de volonté génocidaire, mais il y a la volonté d'empêcher simplement Israël de réaliser sa mission, comme d'ailleurs Esav le souhaite aussi, mais avec une visée beaucoup plus violente et donc effectivement génocidaire telle qu'elle restera tout au long de l'histoire. Alors quel est le lien entre les deux en fait? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à Yaakov? Pourquoi est-ce que Laban et Esav s'en prennent à Yaakov? Yaakov, comme le peuple d'Israël par la suite, puisque c'est notre ancêtre, finalement, si on doit résumer d'une manière un peu euh, contractée les deux dimensions de la mission d'Israël, ce seraient les suivantes. Israël cherche, avec la Torah qu'il a reçue, à élever moralement l'homme. C'est ça le but. Il y a une élévation morale qui est recherchée de manière permanente jusqu'à aujourd'hui. La deuxième dimension de la mission d'Israël, c'est la sanctification de la vie. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que, aussi bien dans ce monde-ci, qu'en se projetant dans ce qu'on appelle le monde qui vient, ce qui l'emporte sur la mort, c'est la vie. Et on le voit, je dirais, ce sont des choses qui sont évidentes aujourd'hui. Nos ennemis sont des adorateurs de la mort, comme l'étaient les nazis. Et nous sanctifions la vie. Et donc, on a dans ces deux dimensions-là le secret de la haine de Laban et de Esav et de leurs descendants spirituels. Il y a une opposition à cette élévation morale chez Laban, qui était un homme d'une grande immoralité, et ça s'est poursuivi par la suite à travers d'autres figures historiques. Et il y a chez Esav cette adoration de la mort. Il le dit d'ailleurs dans la paracha précédente, Ani Oler Lamut. Je vais
je marche vers la mort. C'est ça qui est la seule vérité de l'existence, c'est qu'on marche vers la mort. Nous disons non. Ce qui est important, c'est de vivre. Ce qui est important, c'est de sanctifier la vie. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte que un jour, la mort disparaisse complètement, comme l'annoncent les prophètes. Et donc, on a, euh, avec ces deux archétypes, l'explication de ce qui est finalement la racine même de la haine du peuple d'Israël, qui est liée à sa mission, qui est liée à l'alliance qu'il a passée avec Dieu et qui est liée à cette relation qu'il veut avoir avec l'humanité, qui est d'élever le niveau moral de l'humanité d'une part, et d'autre part de sanctifier la vie et de faire en sorte que la sanctification de la vie soit adoptée par l'ensemble de l'humanité, d'autre part. Alors, tout ça me suscite une dernière question. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que, est-ce que l'antisémitisme, il est plus marquant lorsque le peuple juif s'éloigne de sa tradition ou au contraire lorsqu'il s'en rapproche? Alors là, c'est une excellente question parce que nos sages et surtout les maîtres de la Kabbalah nous disent lorsque le peuple d'Israël s'éloigne de sa mission, de ses deux missions, il donne des forces spirituelles aux, Aux ennemis. aux antisémites, aux antijuifs, à ceux qui veulent le détruire. Donc, plus Israël s'éloigne de sa mission, et plus on a de risques de faire en sorte que la haine des Juifs augmente. Et on peut le constater d'ailleurs dans l'histoire. Hein, je dirais Alors maintenant, vous allez me dire, c'est parce il faut quand même conclure sur une note optimiste, malgré tout. Et il n'y a pas je dirais, la vision de la Torah comme la vision de tous ces commentateurs est optimiste. Et on le voit dans le texte. Le Esav va rencontrer au début de la paracha de la semaine prochaine Yaakov dans un combat qui est un combat tout à fait spirituel. On dit que c'est l'ange d'Esav qui va rencontrer Yaakov. Mhm. Il ne voit qu'il ne peut pas le vaincre. Il voit qu'il ne peut pas le détruire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit. La, la, la fin de la guerre entre Esav et Yaakov, c'est la bénédiction que donne Esav à Yaakov. Et ça, c'est aussi quelque chose qui annonce, je dirais, ce qui se passera plus tard, peut-être bientôt. La deuxième chose, c'est que Laban lui-même a un prolongateur, si je puis dire, qui est un descendant, qui est Balak. Balak. Oui, Balak, on dit que c'est un descendant de Bilam. Eh bien, Balak, c'est pas Balak, Bilam, Bilham, pardon. Bilham est un descendant c'est un descendant de de Laban. Lavan. Bilham, sur le mode de Lavan, veut, par la parole, rendre le peuple juif abject. Il veut le maudire. Et qu'est-ce qu'il fait finalement? Il le Forcé bénit. par il le bénit. Alors, aussi bien, je dirais, le prolongement spirituel de Esav finit par bénir Israël, que le prolongement spirituel aussi de Laban, qui est un grand prophète, qui s'appelle Bilham, finit par bénir Israël. C'est-à-dire que euh, la Torah nous donne, à travers ces récits, non pas simplement des éléments qui nous renseignent sur ce qui s'est passé dans le passé, mais nous renseignent sur un certain nombre de mécanismes clés du fonctionnement de l'histoire et nous éclairent sur la manière dont l'histoire se déroule et finalement se terminera. Mhm. Et on le voit à travers ces deux personnages clés qui sont Laban et Esav dans leur relation avec Yaakov. Eh bien, on va terminer ainsi avec sous cette note d'espoir cette conversation sur la paracha de la semaine liée à l'actualité. C'était très intéressant, bien entendu. Merci beaucoup, David Saada, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. À bientôt. Shabbat Shalom.